Polysécure, épisode spécial, retour d'expérience de mes événements que j'ai assistés au mois de novembre. Ça fait déjà un certain temps que j'ai pas fait ce genre d'exercice-là. Un peu introspectif pour moi et de partager de ce que j'ai pu vivre pendant ces périodes-là, pendant ces événements-là, et de le partager justement pour le bénéfice de tout le monde. Mon mois de novembre était un mois de novembre en 4 temps cette année. Ce qui est largement plus que ce que j'ai l'habitude de faire, ce qui aussi mène au fait que j'ai pas eu le temps d'enregistrer cet épisode-là en temps opportun, sans compter les petits défis technologiques que j'ai eus lorsque j'ai essayé malgré tout. Et justement de ne pas pouvoir aussi déposer sur les médias sociaux un peu d'éléments et de partage de la nature de ces événements-là qui ont eu lieu, dans lesquels j'ai participé à différents niveaux et à différents éléments. 4 événements, 4 endroits, tous consécutifs. Ça a été quand même un mois assez chargé, un demi-mois pour être exact. J'ai commencé au Saguenay, j'ai enchaîné avec Quad-Quida, j'étais allé à Rennes et j'ai terminé mon périple à Paris pour 4 événements. Donc j'ai commencé au Saguenay avec SI Saguenay, qui est un événement ou un nouvel événement pour les entrepreneurs de la région, dans lequel j'ai eu l'énorme bonheur d'avoir été invité à cet événement-là pour participer comme panéliste, pas panéliste, comme animateur d'un panel, ou dans lequel j'avais 2 panélistes, dans lequel j'avais là, un venait partager son expérience d'un incident cyber. Il y a quand même quelques années, mais c'est important de partager ces éléments-là, et un second qui venait partager tout le volet de cyberassurance pour venir justement donner des points d'appui pour les PME de la région sur comment se retourner, comment se positionner par rapport à ce genre de choses. Très intéressant, ça a été très enrichissant de pouvoir participer à ça. Ça fait longtemps que je ne l'avais pas fait, ce genre de choses-là. Confinement aidant, les événements étaient virtuels et de seul devant mon bureau, un peu comme je fais là, essentiellement, mais avec aucun retour dans un contexte où d'habitude en conférence, on a comme un retour d'énergie de la salle dans lequel on est capable de bénéficier. Bref, c'est très chanceux. Ça m'a permis de rencontrer des gens exceptionnels. J'aime beaucoup la région. J'étais là fin des années 90, début 2000, dans laquelle j'habitais un peu. J'ai travaillé un peu dans cette région-là. J'ai étudié un petit peu aussi dans cette région-là. Je suis toujours épaté par la beauté des paysages, l'accueil des gens. C'était exceptionnel. J'ai rencontré des gens très, très, très intéressants, soit des gens de la place ou d'autres conférenciers ou panélistes qui étaient là justement pour participer à l'événement. Donc, j'ai fait un podcast c'est la première fois que j'ai été invité dans un autre podcast que le mien. Je le mettrai dans les show notes quand je vais avoir le lien. Je n'ai pas cherché, j'ai pas été informé de la disponibilité de celui-ci, mais j'ai très hâte d'écouter le contenu de ce que j'ai enregistré à ce moment-là, où on a discuté de expérience utilisateur versus cybersécurité avec un autre, un co-invité à ce podcast-là, dans lequel j'ai été interviewé. J'ai trouvé ça très, très chouette d'être l'autre côté de la médaille. Sinon, très chouette les gens, j'ai rencontré des rencontres exceptionnelles, j'ai en contact avec des gens exceptionnels. J'adore voir le dynamisme des régions au Québec dans lesquelles ils s'inscrivent en cyber et en entrepreneuriat général. Cette énergie-là est importante, c'est ce qui fait qu'on est une nation. Disons, sans éveiller les choses, une province dans laquelle il y a beaucoup d'innovation, il y a beaucoup d'esprit, beaucoup de vivacité. C'est très intéressant. J'ai été très, très choyé d'être là. Bref, ça a été très, très chouette. Et ça en est suivi. J'ai pris l'avion le lendemain pour aller à Quad-Quida, qui est le seconde étape de mon mois de novembre. Quad-Quida, j'ai été invité par le groupe de recherche DRIF, dans lequel sont allés me présenter un peu l'état de leur recherche. Ça fait plusieurs fois que j'assiste à ce genre de choses-là, dans lequel on me présente un peu l'état des choses, et l'état de leurs travaux. C'est toujours très trippant. J'aime beaucoup la place de l'humain en cyber. D'ailleurs, j'ai maintenant un segment complet qui est dédié qu'à l'humain, notamment avec les personnes qui m'ont invité à Quad-Quida ce coup-ci. Pour ceux qui ne savent pas, Quad-Quida, c'est l'Académie Saint-Cyr. C'est l'endroit où les militaires français
sont formés pour devenir, je crois, des officiers. Mais là, je pourrais parler largement à travers mon chapeau puisque je ne connais moins bien le système militaire français. Mais bref, d'avoir été invité sur la base militaire, c'est un privilège immense d'avoir été là, justement, de pouvoir vivre le verbe de cette ville-là, de Saint-Cyr lui-même. Donc, de voir ça. J'ai retrouvé un peu le même verbe que quand je suis allé visiter la base militaire de Saint-Jean au Québec. Même ça, cette espèce d'esprit de nature, tous ces jeunes militaires en devenir en uniforme, en train de se promener sur le terrain, en groupe, ou s'entraîner, ou ce genre de choses-là. Cette espèce d'énergie qui est très, très intéressante, qui est cette vivacité de ces jeunes-là qui vont aller plus loin. Et ici, en tout cas, du moins au Canada, c'est un peu moins évident parce que les métiers extra armés, plus classiques, sont un peu moins bien connus. En France, ça l'est davantage. Il y a beaucoup de gens qui font au-delà de leur service militaire, vont ensuite travailler dans les différents métiers relatifs à la cyber, entre autres. Donc, il y a plusieurs chemins associés à ça là-bas. Et donc, l'armée aussi est essentiellement très proche. La plupart des efforts cyber, dont notamment l'événement qui va suivre, qui est justement financé en bonne partie par l'armée française, par ces différents regroupements que je connais, que je ne maîtrise pas encore très bien, parce que c'est quand même un modèle un peu différent de ce qu'on est habitué au Canada. Bref, c'est très chouette. J'ai rencontré des gens là-bas exceptionnels. Comme d'habitude, à chaque fois qu'on m'invite dans des éléments de recherche drive, je rencontre des gens exceptionnels avec un regard qui m'ouvre sur des horizons nouveaux, au niveau de la cyber, que je peux voir la culture et m'y inspirer énormément aussi. Je donne beaucoup parce que je partage mon regard à ça. Mais en même temps, je reçois énormément de ces visites-là, puisque de là, par la suite, je suis capable de réinjecter dans ma pratique ces nouvelles connaissances-là que j'ai appris de ces discussions très enrichissantes que j'ai avec les gens qui sont là. Donc, j'adore ça. On a enregistré d'ailleurs avec Marina et Ingrid un épisode spécial sur place, d'ailleurs. On parlait justement des forces morales. C'est un des axes qu'on a pu explorer dans cette rencontre-là. Ça a été très chouette parce que pour moi, c'est un contexte que je ne connais pas étant donné que je ne viens pas du monde militaire, donc je suis un peu moins familier avec tous les corps organisés comme l'armée peut l'être, ou tout ce pouvoir-là du groupe peut aider l'individu à ne pas commettre des erreurs. Fait que c'est très intéressant parce qu'en cyber, on a besoin de ces éléments, plus toute autre conversation qui a été faite avec Ingrid et Marina et les autres personnes que j'ai rencontrées durant cette période-là. C'est exceptionnel. C'est une chance unique que j'ai. Je suis excessivement privilégié d'avoir pu, d'aller à l'Académie Saint-Cyr et de pouvoir participer à ces échanges avec ces personnes-là qui sont très, très vivaces, très regards différents, qui, pour un Nord-Américain, permet d'ouvrir ses horizons sur plus grand et d'améliorer le monde de la cyber pour tout le monde, essentiellement, parce que c'est un peu ça l'objectif de ce qu'il y en est. L'étape suivante de mon périple, fin novembre, c'est l'European Cyber Week à Rennes, ou encore Ville Magnifique. Cette année, j'ai un peu moins fait la fête que l'année passée. Notamment, j'étais un peu plus concentré. J'ai eu plus de boulot à faire au travers du passage que j'ai fait là. Donc, j'ai assisté à beaucoup de conférences de CAID et de César. Principalement, j'ai découvert ça l'an dernier. D'ailleurs, ces deux sous-volets-là, il faut payer pour y accéder. Mes homologues français étaient outrés de devoir payer pour ce genre de choses-là. Moi, je ne suis pas dérangé par la qualité des éléments ou des conférences qui sont partagées dans ces deux événements-là. Seul défaut de ma part, c'est que j'aurais dû prendre d'avance, payer le pré-enregistrement au lieu de payer le plein prix comme j'ai fait. Ça, c'est un peu bad de ma part, mais ça fait partie de mon incapacité à planifier correctement mes choses d'avance et de toujours être dans le moment, peut-être un peu trop dans le moment présent et de courir les choses en conséquence. Prochain cycle, je ferai attention et je me prendrai un peu plus d'avance pour m'inscrire à CAID César. Il reste que, les dates pour 2024 sont annoncées. Je pense pas que les billets sont encore ouverts, mais en tout cas, je verrai quand que ça, pour me prendre d'avance. Mais essentiellement, les deux sont plus des conférences militaires, plus académiques d'ailleurs aussi.
où ils viennent présenter des états de recherche qui aident pour la recherche en intelligence artificielle. L'autre, je ne me rappelle pas ce que veut dire l'acronyme, mais bref, c'est un partage d'éléments de pointe en recherche non classifiés, on s'entend. Je n'ai pas accès à ces informations-là. Mais il demeure que, partage de ces informations-là non classifiées qui nous permettent justement de voir l'état de la menace, notamment les guerres psychologiques, l'usage de l'intelligence artificielle, comment faire avancer l'état de la recherche en intelligence artificielle. Fait que c'est très intéressant de voir comment, d'un point de vue français, dans ce cas-ci européen, parce qu'il y a quand même des invités un peu plus large que juste la France, qui viennent justement partager leurs connaissances de ce côté-là. Très intéressant parce que ça me permet de voir l'état de l'art, ça me permet de voir comment les choses sont et comment on peut prendre l'état des recherches faites par la France dans ce cas-ci et le réappliquer dans ma pratique, encore une fois. J'assistais à d'autres conférences autour aussi, comme d'habitude, parce qu'ils touchent quand même vraiment beaucoup de volets intéressants. C'est quand même 3 jours très, très chargé dans un lieu qui est magnifique. Là. C'est un peu, en tout cas, bref, la ville est magnifique aussi. Là. C'est un peu triste de ne pas pouvoir plus en profiter de ça. Puis, en tout cas, du moins, cette année, j'ai été très concentré dans mes affaires. Là. J'avais beaucoup de boulot à faire au travers. Fait que ça, c'est mon choix de vie dans lequel que je dois assumer. Mais bref, j'ai réussi quand même à assister aux 3 jours de conférences et toutes les conférences qu'il y a sur les différents sujets, notamment en santé, notamment il y a des partenaires super intéressants que j'ai rencontrés. J'ai fait des nouveaux contacts avec potentiellement de nouveaux collaborateurs sur le podcast aussi d'ailleurs, sur des sujets là, qui sont du top-notch. C'est vraiment génial. Je suis vraiment très, très content de ces rencontres-là, de voir, de patauger là-dedans. D'un écosystème qui est très intéressant. Puis d'ailleurs, j'ai vu une évolution intéressante aussi au niveau parce qu'il y a une place importante. Parce que c'est quand même le PEC, le pôle d'excellence cyber, qui est à Rennes, qui finance, si on veut, l'European Cyber Week pour comme pilier important du monde de la cyber. Puis dans le fond, c'est tout cet univers-là qui vit. Et autant quand j'étais en contact la première fois avec cet événement-là, et donc, avec les startups françaises, j'avais été un peu déçu parce que à l'époque, je trouvais qu'ils mettaient leur énergie sur des technologies que les Américains ou les Israéliens maîtrisaient déjà très bien ou avaient déjà commercialisées. Donc, on fait un peu comme on fait au Québec, c'est-à-dire on s'intéresse aux choses du passé, on ne regarde pas en avant. Fait qu'on a investi sur des technologies qui sont déjà bien maîtrisées au lieu de développer de nouvelles technologies. Dans certains axes au Québec, là, heureusement pas partout. En 3 ans, puis là, je mets aussi le blâme sur moi. Ma méconnaissance du marché des startups français peut aussi contribuer à ce changement de perception-là. Et heureusement d'ailleurs, parce qu'après 3 ans, là, ce que j'ai vu en 2023 de ces changements-là, c'est que j'ai vu un regard vers l'avenir. C'est-à-dire que autant je constatais, puis peut-être de mon biais nord-américain, je regardais comment le marché des startups français était, à maintenant, je le vois comme étant un marché qui est tourné vers l'avenir. Peut-être parce que justement, on me met en contact avec des gens beaucoup plus éveillés et beaucoup plus sharp, qui me permettent justement de constater qu'ils travaillent sur des technologies de pointe qui ne sont pas celles du passé, qui ne sont pas celles des technologies qui sont déjà très bien maîtrisées par les autres joueurs ou déjà le marché qui est saturé. Et là, on est dans un marché où, en pleine ébullition, en pleine pivot, qui sont en train de faire sur des choses super chouettes. Fait que, bref, je suis très, très emballé par la nature ou l'état des startups en France à l'heure actuelle, en cyber, justement parce qu'elles amènent des contextes, un regard nouveau, ce qui nous change un peu du volet très américain ou israélien, tout dépendant de quelle filiale. Mais étant donné que les Américains, autant au niveau de l'argent, on possède la plupart des choses, vont influencer énormément comment la perception de technologie ou le modelage de la technologie va s'exécuter. Les Israéliens de leur côté, puis là, on parle dans un contexte en plus qui sont en guerre à l'heure actuelle, où le volet est beaucoup plus militarisé par nature même de leur situation géographique. Et dans lequel j'avais été en début d'année. Heureusement, c'est un pays qui est magnifique, là, qui je trouve excessivement triste, qui se trouve dans des situations malheureuses dans lesquelles ils sont. Justement, de voir toute cette énergie-là qu'il y a en cyber, justement, en Israël. Donc, ça a fait mon tour au European Cyber Week. Ça a été très, très chouette comme moment. C'est sûr, j'ai beaucoup de messages, j'y retourne. Comme j'ai été mis en contact l'an dernier avec Caïd et César
J'ai été cette année, j'y retourne l'an prochain, c'est sûr. Ça, là, je ne paierai pas le plein prix, j'ai payé les billets en pré-vente cette fois-ci. Fait que si vous faites ça, faites-le aussi comme ça. Ça vaut vraiment, vraiment le coup. C'est vrai aussi, particularité, c'est vrai que au niveau du PEC et au niveau du European Cyber Week, il y a une place pour le Canada, qui est très intéressante. L'année passée, j'y ai participé comme panéliste. Justement, on parlait de la place du AI au niveau du marché canadien, au niveau de la cybersécurité, dans lequel j'avais amené justement des collaborateurs à contribuer à ces sujets-là. Ensuite, puis cette année, il y en a eu d'autres éléments comme ça aussi qui ont été mis de l'avant. C'est cette collaboration-là entre le Canada et la France au niveau de la cyber à travers le PEC dans ce cas-ci et à travers le European Cyber Week. Tout ça est très chouette, tout ça est très, très beau, cette collaboration-là, de voir comment ça s'articule. Je vais terminer sur... je me fais rappeler justement que le temps avance. Terminer sur le fait que ces événements-là parlent beaucoup de souveraineté numérique. Je trouve ça très intéressant, parce que c'est entre autres ça aussi que je vais aller chercher comme inspiration en France, parce qu'ils sont très forts, très en avance sur les notions de souveraineté numérique. Cependant, il y a des facettes ou des nuances qui doivent faire. Je vois le discours évoluer depuis 4-5 ans de souveraineté numérique. Comment ça se fait? Il y a beaucoup de méconnaissances de la part de plusieurs acteurs français, notamment, qui font un peu certains amalgames à certaines places ou certains éléments. Et aussi la place de la collaboration dans un contexte de souveraineté numérique, comment ça se positionne, comment on est capable de collaborer quand on clame aussi en même temps la souveraineté. Comment tout ça peut s'actionner ensemble et arriver à un objectif commun. Parce que de mon point de vue, la cyber, c'est un élément collaboratif justement pour que tout le monde en bénéficie. Parce qu'on n'est pas dans un contexte où l'espace territorial est si important que ça. D'où justement, ça me rappelle un conférencier au Black Hat il y a très longtemps, j'ai des cheveux gris, qui justement mentionnait puis blâmait les gens en informatique et en cyber, de la façon dont on avait conçu ça, parce que normalement, de façon militaire, le terrain a des vallées, des montagnes, des éléments qui font que c'est pas simple. Puis on est capable d'utiliser ces éléments-là à notre avantage, ou des fois ça vient nous pénaliser. En cyber, on n'a rien. On est sur un terrain plat et on n'a aucune capacité aucune nuance pour permettre ce genre de choses. Fait que c'est d'amener ça, de voir comment on est capable de collaborer. Fait que si on est capable de rajouter un minimum de terrain géographique, de montagnes et de vallées, de cours d'eau et ainsi de suite, pour peut-être ralentir ou faire que c'est moins universel. La cyber, universelle au sens où la personne de la Chine peut attaquer facilement quelqu'un à Chibougamau. Mais si on peut enlever cette facilité-là, on va améliorer énormément. Puis là, en ce sens-là, où l'aspect territorial ou souverain devrait être en second lieu, quand on devrait augmenter le niveau de sécurité pour tout le monde à un niveau minimal que le monde physique nous apporte à l'heure actuelle, donc qu'on présume qu'il nous apporte à l'heure actuelle. Ça, c'était le troisième. Et le quatrième étant une conférence donnée, un panel hébergé par la CNIL sur l'intelligence artificielle. Très intéressant, très, très, très intéressant. Et justement, sur l'angle de l'agence, dans le sens où est-ce qu'on est libre face à l'intelligence artificielle, comment celui-ci se place, les influences que ça va avoir sur le marché. Donc, c'était pour moi très enrichissant, d'y aller en personne, parce que l'événement est quand même disponible en virtuel. Je mettrai les liens dans les show notes justement pour que vous puissiez aller l'écouter. C'est un 4h, 4h30 de panel, de conférences et d'éléments comme ça. Très intéressant parce que c'est très diversifié, des panélistes d'exception de tous les horizons. On est capable de voir différents axes intéressants dans lesquels on est capable de se faire une bonne idée d'où sont les choses, de l'intégration dans les PME, des points de vue divergents très intéressants. Je trouve que je ne sais pas si c'est parce que c'est un panel français ou c'est la nature du panel qui est là, mais le fait que les gens puissent avoir des opinions contraires et ne pas s'engueuler, en tout cas, pas se créer des noms. Je trouve ça rafraîchissant de pouvoir avoir un débat ouvert comme celui-ci, où chacun va défendre dans le respect les différentes opinions, donc d'être d'accord, d'être dans désaccord, en accord, d'être désaccord.
Donc, d'être capable de montrer ça, fait que j'ai trouvé ça très chouette, très enrichissant parce que ça, ce débat-là qui se prend place devant moi m'oblige moi-même à me questionner et creuser plusieurs éléments par rapport à cette question-là, dont le AI, ces différents éléments-là. Donc, c'est très chouette. J'ai adoré ça. L'être allé sur place a permis d'être un peu plus le vibe. C'est quand même à Paris, là, j'étais quand même bien logé. Et, ben, en tout cas, je me suis trouvé quelque chose de pas trop cher, très très proche, parce que c'est vraiment un endroit très, très, très magnifique, l'endroit où se situe la CNIL. Puis dans des édifices qui sont toujours magnifiques. Là. J'adore ces vieux édifices-là. J'ai un amour vraiment très grand pour ce genre d'énergie-là. Je veux dire, c'est mes racines latines qui ressortent. Ou mes racines françaises, on va dire, dans ce cas-ci, juste un clin d'œil. Donc, bref, ça a été très chouette. On a remis en perspective un certain nombre de choses par rapport au travail, par rapport à ce qui s'en vient d'ailleurs, par rapport à comment, là, c'est sûr que la France se positionne par rapport à ça, puis doit se positionner par rapport à ça, parce qu'à l'heure actuelle, les deux joueurs principaux en intelligence artificielle sont quand même les États-Unis et la Chine, et les deux financent de façon obscure, on va dire, le développement de l'intelligence artificielle justement pour des biens, pour des choses. Et à mon sens, c'est considéré comme une course à l'armement. Je considère ça comme une course à l'armement pour le moment. Et dans ce cas-ci, je trouve que la France, jusqu'à présent, ou l'Europe, a pris un peu plus la position de Boy Scout. Dans le fond, de ne pas vouloir considérer comme étant ce danger-là, ce changement-là social très important et qui aura des conséquences militaires. Donc, d'assurer qu'il y a un bascule du militaire vers le civil dans ce cas-ci. Je pense qu'il y a eu une annonce qui investissait justement pour rapatrier des Français, parce que c'est beaucoup de mathématiques et les Français sont historiquement très bons en mathématiques, de rapatrier les Français en France, justement, pour qu'ils puissent développer et travailler dans le secteur de l'intelligence artificielle en Europe, donc dans un contexte qui est cadré, un contexte qui, j'espère, ne sera pas trop limitatif, parce qu'il ne faut pas limiter l'innovation, mais il faut qu'elle soit correctement encadrée pour mener à des choses qui sont positives. Fait que, bref, tout ça a été intéressant de voir cette position-là. C'est sûr qu'à partir de parler du Canada, c'est facile parce qu'on a un des plus grands pôles d'intelligence artificielle au monde, où les chercheurs d'importance se situent à Montréal, mais il demeure que cette diffusion-là, cette compétition-là au niveau mondial, dans un contexte où c'est fait normer dans des règles, on ne peut avoir que du positif sur où on se dirige et comment la société va évoluer et avancer avec ce genre de choses-là. Agréable aussi qu'il n'y ait pas eu tant de mythes que ça qui ont été discutés, parce qu'il y a quand même beaucoup de mythes en intelligence artificielle qui circulent encore, la mauvaise perception des gens. Les gens le voient comme la télé, ne voient pas comme toute la technologie qui sous-tend l'existence de la télé notamment, ou comme la vidéoconférence, qui fait juste comme c'est de la vidéoconférence sans comprendre toute la complexité de mettre ça en œuvre, cette vidéoconférence-là, justement, pour que ça fonctionne bien et que tout fonctionne comme on peut l'imaginer ou comme on nous l'a vendu. Donc, de voir ça, c'est très bien. Une des phrases, qui m'a vraiment marqué, c'est le volet très peu éco-énergétique que l'intelligence artificielle a, puisque il y avait comparé je pense que c'est un des présentateurs, en tout cas, bref, a mentionné, ou le philosophe à la fin, il est juste malade, le philosophe à la fin, tout qui amène le regard, qui mentionnait que en rapport de force, l'humain fonctionne à 30 watts. Le cerveau humain fonctionne à 30 watts. Et quand on compare l'énergie que ça prend pour simuler le cerveau humain, c'est un contexte disproportionné de façon immense. Et là, de regarder comment ça se met en place et comment on peut justement le mettre en perspective et le mettre comment tout ça peut s'œuvrer. Donc, très intéressant. Ça, je veux mettre un peu moins. En tout cas, bref, allez voir, allez écouter, c'est disponible en ligne, contrairement aux trois autres qui ne sont pas disponibles en ligne. Celui-là, il l'est. Ça, je remercie Ingrid de m'avoir mis la piste sur celui-là parce que c'était très chouette, puis ça m'a permis d'avoir des conversations, ma foi, très intéressantes avec des gens très brillants et avec des horizons tout à fait divers. Et je pense que c'est ça qui manque dans nos conversations, généralement en cyber. Cette diversité d'opinions-là et cette diversité de formation académique ou d'expérience de travail qui justement nous amène dans des réflexions plus larges, dans une réflexion qui nous permet de voir comment les choses fonctionnent
dans l'ensemble et naturellement, j'aime beaucoup l'humain à travers tout ça. L'espace de l'humain dans la cyber est très important. L'espace de l'humain en intelligence artificielle est très important. Donc, de tout mettre ça ensemble est pour moi très intéressant. Je ne sais pas si je vais refaire d'autres retours d'expérience. En tout cas, du moins, je n'attendrai peut-être pas aussi longtemps que ça avant d'en faire parce que les idées sont un peu moins claires à l'heure actuelle. Mais en même temps, c'est peut-être pas ça l'important, mais bref, dans tous les cas, vos opinions, si vous ne trouvez pas ça pertinent, dites-le. Dites-le. Je vais voir, puis de toute façon, je vais voir dans les prochains événements si, j'essaie de le faire plus proche, minimalement, et si je ne le fais pas plus proche, ben, peut-être juste d'abandonner de le faire tout court puis de passer à autre chose, constant que j'ai énormément de contenu très intéressant. Cet épisode-là devait sortir le 25 décembre. Et finalement, il va sortir le 26 décembre parce qu'il est enregistré le 26 décembre 2023. Et ça va compléter dans le cycle pour compléter l'année. Et la nature du contenu que j'ai dans les mains est très intéressant, mais peut-être un peu moins pertinent que ce soit moi qui parle, que de laisser encore plus de place aux autres personnes de venir partager leur savoir, leurs connaissances. Je vous remercie d'écouter et à la prochaine.